Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, un chiffre obsède le Burkina Faso et trouble jusqu'aux plus sceptiques. 600 prisonniers ont quitté des cellules surpeuplées pour rejoindre les rangs de l'armée, comme si les murs de béton s'étaient brusquement ouverts sur un champ de bataille à ciel ouvert. Comment comprendre, pour vous qui regardez de loin, que Ibrahim Traoré transforme des détenus en soldats au nom d'une justice nouvelle censée réparer en faisant combattre? Entre promesses de rédemption collective et menaces d'embrasement futur, le destin du Burkina Faso se resserre dangereusement autour de ce choix unique. Le Burkina Faso avance désormais sur une ligne étroite où chaque décision porte le poids d'un pays qui cherche à se reconstruire. La promesse formulée autour de la transformation des anciens détenus en soldats repose sur une idée simple: convertir la vulnérabilité d'un système épuisé en une force capable de restaurer la sécurité collective. Le bénéfice annoncé tient dans 10 mots: réparer la nation en réhabilitant ceux qui l'ont blessée. Cette logique défie les modèles traditionnels et réorganise l'équilibre entre justice, sécurité et souveraineté. Toutefois, les enjeux dépassent largement la réinsertion individuelle. Ils touchent au rapport entre l'État et une société traumatisée par la violence, au risque de militarisation, ainsi qu'aux résistances internes que peut provoquer un changement aussi abrupt. Les observateurs extérieurs scrutent ce pari, tandis que les villages qui retrouvent une forme de normalité y voient une brèche d'espoir. À ce stade, s'impose ici: et si la stabilité retrouvée reposait, paradoxalement, sur ceux que l'on condamnait hier? Les premiers chiffres publiés ont bouleversé toutes les attentes. En moins de 2 ans, le Burkina Faso a reconquis 92% du territoire, un retournement que peu d'analystes jugeaient possible. Cette avancée rapide agit comme un révélateur brutal, dévoilant l'ampleur de la transformation engagée sous la conduite d'Ibrahim Traoré et l'effet immédiat du recrutement massif d'anciens détenus dans les forces armées. Pour comprendre cette bascule, il faut revenir à l'état du pays avant cette décision atypique. Le Burkina Faso sortait d'années de déclin territorial, avec près de 40% du territoire occupé par des groupes armés, une économie asphyxiée et des institutions incapables de contenir l'effondrement sécuritaire. Dans ce contexte saturé de menaces, la proposition d'Ibrahim Traoré de transformer des prisonniers en soldats n'était pas une simple réforme pénitentiaire, mais une tentative d'inverser une dynamique nationale devenue intenable. Ce geste reposait sur une idée centrale: substituer à la punition classique une forme de réparation active. Ainsi, les prisons ont été reconfigurées en centres de discipline et de formation, et des milliers d'hommes, autrefois confinés derrière les barreaux, ont été projetés sur la ligne de front. L'armée issue de cette mutation n'a pas seulement renforcé les effectifs, elle a introduit une connaissance intime du terrain, un sens de la survie et un engagement personnel souvent absent des contingents traditionnels. Cette mini-révélation des premiers résultats a modifié la perception de la population. Dans les villages reculés, les habitants, longtemps paralysés par la peur, ont commencé à revoir leurs relations avec ceux qu'ils considéraient auparavant comme ennemis. Les marchés se sont rouverts, la circulation entre localités est redevenue possible et une normalité fragile a émergé, portée par cette nouvelle armée composite. Mais cette dynamique, aussi encourageante soit-elle, crée une dette de curiosité majeure. Jusqu'où un modèle fondé sur la rédemption militaire peut-il tenir sans fissurer l'équilibre politique du pays ? Dans cette transformation fulgurante, une figure s'impose comme fil conducteur. Un capitaine jeune, déterminé, dont la trajectoire personnelle éclaire l'audace du projet. Ibrahim Traoré, perçu comme un meneur atypique dans une région souvent marquée par la dépendance politique, devient le guide qui restructure la relation entre justice, souveraineté et sécurité. Son rôle n'est pas seulement institutionnel, il sert de prisme pour comprendre la mutation intérieure du pays et l'effet direct des premières mesures. Les impacts précoces apparaissent d'abord au niveau humain. Pour illustrer, un ancien détenu raconte avoir quitté la prison sans certitude, mais avec une consigne simple: défendre les villages qu'il avait autrefois craints. Quelques semaines plus tard, il affirme que l'uniforme l'a libéré d'une culpabilité tenace, et son unité est désormais déployée près des zones agricoles du Nord.
Pour illustrer, une famille qui avait fui après plusieurs attaques est revenue lorsque les patrouilles composées d'ex-prisonniers ont sécurisé la route menant au marché. Pour ses habitants, la distinction entre criminels et protecteurs a commencé à se brouiller, ouvrant un espace de réconciliation inattendu. Ces fragments d'expérience témoignent d'un phénomène plus large, la rapidité avec laquelle la population intègre cette nouvelle armée à son quotidien. Les marchés reprennent vie, les déplacements deviennent possibles, et une forme de confiance minimale renaît dans les zones autrefois abandonnées. Ce sont des signaux faibles, certes, mais suffisamment insistants pour montrer que l'impact social du programme dépasse le cadre sécuritaire. Tout commence par un déclencheur brutal. La dégradation rapide de la sécurité nationale, l'effondrement territorial et la saturation des institutions. Les attaques se multiplient, les routes se ferment, les villages désertent. Les forces régulières débordées ne parviennent plus à contenir l'avancée des groupes armés. La pression monte et le climat politique se tend. C'est dans ce paysage en lambeaux que Ibrahim Traoré décide d'inverser le cours des événements en s'appuyant sur une idée inattendue. Convertir une partie de la population carcérale en force militaire active. Le déclenchement officiel du programme s'opère en plusieurs étapes rapides. Les prisons changent de fonction et deviennent des centres de formation. Les détenus reçoivent un uniforme, une discipline stricte, un encadrement militaire. La société observe, incrédule. Certains y voient une rupture nécessaire, d'autres un danger imminent. Les ONG critiquent, les analystes hésitent, pourtant l'appareil d'État avance sans détour. L'objectif est simple, stopper l'effondrement, puis survient le point culminant. En moins de 2 ans, l'armée réorganisée reprend 92% du territoire perdu. Les anciens détenus patrouillent les zones rurales, sécurisent les axes, repoussent les incursions. La bascule est nette. Les villages isolés réapparaissent sur la carte, les marchés rouvrent, les écoles recommencent à fonctionner. Le pays sort progressivement de l'état de siège informel dans lequel il sombrait. Le modèle surprend, car il repose sur un matériau humain souvent considéré comme irrécupérable. Pourtant, dans ce cas précis, il devient le moteur de la reconquête. Ce point culminant ne se limite pas au champ militaire. L'impact social se déploie en parallèle. Les populations réapprennent à vivre dans des espaces où la peur planait en permanence. Les anciens prisonniers, autrefois perçus comme des menaces, deviennent les gardiens des zones libérées. Le regard porté sur eux change rapidement. Les récits de villages retrouvant une activité économique en témoignent. La production agricole progresse de 21% dans certaines zones du Nord. Ce signe, apparemment modeste, révèle pourtant un renouveau profond. La rémanence survient peu à peu. Les effets durables du programme reconfigurent les attentes collectives. Les habitants intègrent la présence de ces unités hybrides comme une normalité nouvelle. Les routes restent ouvertes, les marchés continuent de fonctionner. Le taux de récidive tombe à 0, renforçant l'idée que la réhabilitation, lorsqu'elle est arrimée au service national, peut fonctionner. Les critiques persistent, mais les données stabilisent le débat. L'expérience ne disparaît plus dans le tumulte des premiers doutes, elle s'installe. Cependant, cette rémanence s'accompagne de tensions latentes. Les observateurs étrangers redoutent une militarisation progressive de la société. Les ONG rappellent les risques de dérive autoritaire. Les experts du Sahel soulignent la fragilité de ce modèle, qui dépend fortement de la discipline interne et de la cohérence politique. Ibrahim Traoré devient ainsi le centre d'un équilibre instable. Sa décision d'ouvrir les prisons pour renforcer l'armée continue de structurer la dynamique nationale. Cette séquence, déclencheur, point culminant, rémanence, marque une période charnière pour le Burkina Faso. Elle montre un pays qui tente de se relever en repensant la justice, la sécurité et la souveraineté à travers un même geste. Transformer la faute passée en responsabilité présente. Les preuves quantitatives ne laissent aucun doute sur l'efficacité du programme de réhabilitation mis en œuvre par Ibrahim Traoré. Dès les premiers mois, les résultats sont frappants. Le Burkina Faso a observé une baisse de 37% des attaques terroristes dans les zones où les anciens détenus avaient été déployés. Ce chiffre ne se limite pas à une simple diminution des incidents violents. Il témoigne d'un changement stratégique dans la gestion de la sécurité. Les unités constituées d'ex-prisonniers connaissent parfaitement le terrain et l'ennemi.
Leur présence a non seulement permis de libérer des zones occupées, mais elle a également rétabli une forme d'ordre local, jusque-là impossible à maintenir. Ensuite, le taux de récidive des anciens détenus est un indicateur clé de la réussite de la réinsertion. Ce taux, qui frôle désormais 0%, est particulièrement significatif. Aucun des 15 600 prisonniers réintégrés dans l'armée n'a commis de crime depuis leur libération. Cela va au-delà d'un simple chiffre. Il démontre que la réhabilitation a réussi à opérer une transformation radicale dans la perception de ces individus, qui ne sont plus vus comme des criminels, mais comme des patriotes au service de la nation. Cette réinsertion ne repose pas uniquement sur une rééducation physique. Elle s'inscrit dans un processus de transformation identitaire, où chaque ancien détenu est devenu un acteur positif de la société. Troisièmement, les résultats économiques sont également notables. En quelques mois seulement, la production agricole du nord du pays a augmenté de 21%. Ce chiffre révèle que l'impact de la reconquête du territoire ne se limite pas à la sécurité. La paix retrouvée a permis la réactivation de l'agriculture dans des zones jadis paralysées par la violence. Les paysans peuvent de nouveau travailler leurs terres, les marchés se sont rouverts et les routes qui mènent aux zones rurales sont désormais sécurisées. Ces progrès économiques renforcent la stabilité à long terme du pays, créant un cercle vertueux entre sécurité et développement. Ces trois chiffres, chacun dans son domaine, sécurité, justice, économie, montrent que la stratégie d'Ibrahim Traoré porte ses fruits. La réhabilitation des anciens détenus, loin d'être une simple tentative symbolique, se révèle être une approche pragmatique qui a permis au pays de se redresser sur plusieurs fronts. Si ces résultats se maintiennent, le modèle burkinabé pourrait bien devenir un exemple à suivre pour d'autres pays du Sahel confrontés à des défis similaires. Cependant, ces succès quantifiables ne masquent pas les défis persistants. Le Burkina Faso, bien qu'en voie de stabilisation, reste vulnérable aux tensions internes et aux pressions extérieures. Le modèle de Traoré est audacieux, mais il demeure fragile et dépend de la capacité du pays à maintenir l'ordre et à éviter les dérives possibles. Le débat autour du modèle instauré par Ibrahim Traoré ne peut être compris sans présenter les arguments les plus solides de ses partisans. Le premier repose sur l'idée que la réhabilitation militaire répond à une urgence nationale. Le pays était au bord de l'effondrement, 40% du territoire sous contrôle de groupes armés et les forces régulières débordées. Transformer les anciens détenus en soldats n'était pas seulement une option. Pour eux, c'était la seule solution réaliste pour inverser une tendance qui condamnait le Burkina Faso à une fragmentation continue. Les résultats dans les zones libérées renforcent cet argument car la sécurité retrouvée a permis aux habitants d'envisager un retour à une vie normale. Le second argument pro-Traoré insiste sur l'impact social du programme. Les communautés, longtemps déchirées, ont commencé à renouer avec une forme de confiance envers ces soldats atypiques. Les villages désertés reprennent vie, les marchés rouvrent et la production agricole grimpe. Le taux de récidive tombé à 0 est utilisé comme preuve que la réinsertion peut fonctionner lorsque la responsabilité devient un moteur central. Pour ces soutiens, l'approche représente une justice réparatrice qui dépasse le simple cadre pénitentiaire et touche à la reconstruction morale de la nation. Cependant, la critique la plus élaborée de ces détracteurs mérite d'être exposée avec la même rigueur. Selon eux, une telle militarisation de la réhabilitation comporte un risque majeur, celui de créer une force armée parallèle difficile à contrôler. Ils craignent qu'un modèle reposant sur des individus anciennement condamnés puisse, à long terme, catalyser des tensions internes ou servir de base à des dérives autoritaires. Ils rappellent que la réussite actuelle pourrait masquer une fragilité profonde, surtout si la discipline venait à s'éroder. La réponse à cette critique s'appuie néanmoins sur les données disponibles. Malgré la nature atypique de cette armée, aucune dérive criminelle n'a été observée depuis sa mise en place. Et l'amélioration de la sécurité reste incontestable. Un silence traverse le pays. Ce silence apparaît au moment précis où la trajectoire du programme change de nature, non plus comme une réponse d'urgence, mais comme une force durable qui reconfigure les attentes nationales. L'expérience menée sous la direction d'Ibrahim Traoré cesse alors d'être perçue comme une solution temporaire. Elle devient un modèle en soi, observé, discuté et parfois imité. Cette bascule
presque imperceptible dans le quotidien, transforme la dynamique initiale. Les premiers signaux de cette mutation résident dans le comportement des populations. Les villages autrefois isolés accueillent désormais leurs protecteurs avec une confiance croissante. Les habitants apportent nourriture, vêtements, soutien moral, ils reconnaissent dans ces hommes une part de leur propre avenir. La frontière entre punition et rédemption s'efface petit à petit, laissant la place à une forme d'alliance civilo-militaire qui n'existait pas auparavant. Le Aune découvre alors que tient ici. La société n'est plus spectatrice d'une décision gouvernementale. Elle devient coactrice d'un modèle de justice et de sécurité dont elle perçoit la valeur au quotidien. Cette appropriation collective change radicalement l'équilibre et ouvre une question nouvelle, bien plus profonde que les premières. La transformation pourra-t-elle résister à son propre succès ? Les effets concrets du modèle lancé par Ibrahim Traoré se lisent désormais dans la vie quotidienne de 4 groupes distincts. Les non-nantis, les détenus réhabilités, les nouveaux déplacés et les communautés villageoises. Chacun subit la transformation à sa manière, mais l'ensemble dessine une recomposition sociale que peu imaginer possible au début du programme. En ce qui concerne ce groupe, les non-nantis, ceux qui vivaient à la marge. Ces citoyens, souvent les plus exposés aux violences, retrouvent des conditions minimales de sécurité qui influencent directement leur capacité à vivre et à travailler. Leur quotidien s'allège depuis la réouverture progressive des marchés et des axes ruraux. La présence régulière des patrouilles protège leurs déplacements, autrefois dangereux, et leur permet d'accéder de nouveau aux services essentiels. Pour eux, le programme représente moins une idéologie qu'un changement tangible, perceptible, à l'échelle de quelques kilomètres. En ce qui concerne ce groupe, les détenus réhabilités, le cœur du dispositif. Ces anciens prisonniers, devenus soldats, connaissent une rédemption sociale rare dans les contextes de crise. Leur mission dépasse la simple défense, ils deviennent des vecteurs de cohésion dans les villages qu'ils protègent. Les habitants, qui les craignaient autrefois, découvrent en eux une force stabilisatrice. Cette inversion du regard social modifie profondément leur rôle dans la société. Et la chute du taux de récidive à 0 renforce cette perception. En ce qui concerne ce groupe, les nouveaux déplacés revenus chez eux. Ces familles, souvent déracinées par les attaques, ont commencé à regagner leur localité d'origine grâce à l'amélioration de la sécurité. Leur retour marque un tournant. Les maisons se rallument, les champs abandonnés reprennent vie, les réseaux communautaires se reforment après des années de rupture. Ce phénomène n'est pas seulement symbolique. Il confirme que la stratégie militaire et sociale déployée par Traoré s'ancre durablement dans le territoire reconquis, créant les conditions d'une reconstruction progressive. En ce qui concerne ce groupe, les communautés villageoises stabilisées. Ces villages, longtemps victimes des incursions armées, expérimentent une normalité naissante. Les fermiers recommencent à cultiver, contribuant à l'augmentation de 21% de la production agricole observée dans certaines zones du Nord. Les commerçants reviennent sur les marchés hebdomadaires et les enfants fréquentent de nouveau les écoles qui avaient fermé. La présence des unités mixtes, soldats réguliers et ex-détenus, crée un sentiment de proximité et de protection que les forces traditionnelles peinaient à offrir. À travers ces 4 groupes, une idée centrale apparaît. La politique engagée par Ibrahim Traoré ne se contente pas de répondre à la menace sécuritaire. Elle restructure la dynamique sociale, réorganise les rapports entre citoyens et institutions et impose une vision de la justice qui transforme la faute en utilité nationale. Les critiques persistent, mais les conséquences visibles dans ces communautés montrent une recomposition plus profonde qu'un simple recul de la violence. Le Burkina Faso entre dans une zone d'incertitude où 3 trajectoires possibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Ces scénarios, chacun avec ses tensions propres, dépendent directement de la stabilité interne, de la discipline des unités réhabilitées et de la capacité d'Ibrahim Traoré à maintenir l'équilibre entre sécurité et souveraineté. En ce qui concerne le scénario évoqué, continuité prudente, ce scénario s'appuie sur la prolongation des tendances actuelles. Les unités composées d'anciens détenus conservent leur discipline et les zones rurales restent sécurisées. Les marchés poursuivent leur réouverture et la production agricole pourrait progresser de 10%,
consolidant les acquis économiques déjà observés. Les retours de populations déplacées se stabilisent, créant une dynamique de reconstruction lente mais constante. Dans cette hypothèse, le pays avance sans rupture majeure, tout en restant dépendant de la capacité à prévenir les tensions internes. En ce qui concerne le scénario évoqué, effet d'entraînement régional. Ce scénario élargit l'horizon. Les résultats obtenus attirent l'attention des pays voisins comme le Mali et le Niger confrontés aux mêmes défis sécuritaires. Le Burkina Faso pourrait devenir un centre de formation pour ces États. Cette dimension régionale transformerait l'expérience de Traoré en une référence pour le Sahel. L'autonomie croissante du pays face aux anciennes puissances coloniales rééquilibrerait les alliances et renforcerait l'intégration militaire entre nations voisines. L'impact pourrait dépasser les frontières nationales et redéfinir l'équilibre sécuritaire du Sahel. En ce qui concerne le scénario évoqué, rupture de discipline. Cette possibilité reste réelle si des mutineries apparaissent ou si l'encadrement militaire s'affaiblit. Une perte de contrôle provoquerait un effondrement brutal de la confiance publique. Les critiques internationales qualifieraient alors le modèle de dérive autoritaire et la société burkinabé pourrait entrer dans une phase d'instabilité politique. Les sanctions extérieures deviendraient probables, isolant le pays dans une conjoncture régionale déjà fragile. Le risque n'est pas théorique, car le modèle dépend fortement de la cohésion interne. Face à ces trois chemins, une recommandation s'impose. Penser en termes de conditions plutôt que de certitudes, en évaluant ce qui doit rester stable pour que l'expérience poursuive sa trajectoire ascendante sans se dénaturer. Le modèle mis en place sous la conduite d'Ibrahim Traoré ne reste pas cantonné aux enjeux militaires ou politiques. Il se diffuse jusque dans l'expérience intime des citoyens. Les transformations observées dans les zones rurales, sur les marchés ou dans les écoles rejaillissent sur la perception collective du pays. Ce phénomène touche plusieurs cercles sociaux qui, chacun à leur manière, réinterprètent ce moment charnière. Le premier cercle concerne les familles directement touchées par l'insécurité. Leur quotidien s'est modifié depuis la réouverture des routes et la présence de patrouilles réhabilitées. Les déplacements reprennent, les visites familiales sont possibles et une forme de sérénité s'installe. Ce retour à une mobilité restreinte mais réelle agit comme un rappel de ce que la stabilité peut offrir lorsque la peur n'occupe plus chaque trajet. Le deuxième cercle inclut les jeunes, souvent les plus sensibles aux changements structurels. Ils observent dans cette politique une possibilité, celle de se projeter dans un avenir où l'État peut encore jouer un rôle de protection et d'accompagnement. Leur perception d'une justice réparatrice, qui transforme la faute en utilité, crée un imaginaire différent de celui des années précédentes, marqué par le doute et l'incertitude. Le troisième cercle concerne les acteurs économiques locaux. Les commerçants voient dans la réouverture progressive des marchés un signe encourageant, tandis que les agriculteurs perçoivent une opportunité de redévelopper leurs terres. Le lien entre sécurité et prospérité n'est plus théorique. Il devient perceptible dans les transactions, les récoltes et les habitudes de consommation. Cette articulation entre vie quotidienne et politique nationale montre que la transformation engagée n'est pas qu'une affaire d'État. Elle devient un processus vécu, partagé, discuté dans chaque foyer. La solidité du modèle initié par Ibrahim Traoré dépend désormais d'une feuille de route précise, capable de consolider les acquis sans éveiller les risques de dérive. Plusieurs étapes structurantes peuvent être identifiées, chacune visant à renforcer la cohérence du programme tout en préservant l'équilibre institutionnel du pays. La première étape consiste à placer les centres de formation sous une double tutelle défense-justice. Une telle articulation garantirait que les anciens détenus reçoivent non seulement un encadrement militaire strict, mais aussi une éducation civique qui définisse clairement leurs responsabilités. Cette cogestion réduirait les zones d'ambiguïté entre discipline, autorité et réinsertion. La deuxième étape vise à institutionnaliser l'éducation civique dans les écoles, les universités et certains corps administratifs. Enseigner les principes de dignité, de responsabilité et de service national dès le plus jeune âge permettrait d'ancrer les valeurs qui ont soutenu la transformation actuelle. Ce volet éducatif aurait également pour fonction de préparer une nouvelle génération capable d'éviter les cycles de crise.
La troisième étape repose sur une coopération régionale renforcée avec le Mali et le Niger. En mutualisant les ressources de formation et de renseignement, ces pays pourraient bâtir une structure sécuritaire commune adaptée aux défis du Sahel. Cette coopération limiterait la dépendance aux puissances extérieures et renforcerait l'autonomie stratégique de la région. Enfin, une quatrième étape propose la création de mécanismes de transparence publique destinés à informer régulièrement les citoyens de l'évolution du programme. Cette communication permettrait de maintenir la confiance, d'anticiper les inquiétudes et de prévenir les dérives. Ces étapes, articulées avec rigueur, constitueraient un socle durable pour stabiliser le modèle en pleine maturation. L'histoire qui se déroule au Burkina Faso prend tout son sens lorsque l'on revient à ces scènes simples évoquées plus tôt. Un ancien détenu, devenu soldat, traversant un village qu'il craignait autrefois. Son pas hésitant, son uniforme encore neuf, et le regard étonné des habitants formaient les premiers signes d'un basculement intérieur. Cette même image, aujourd'hui, s'est multipliée dans des dizaines de localités où l'on voit renaître une confiance que l'on croyait perdue. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette transformation ne se limite plus à la réinsertion individuelle. Elle ressemble désormais à une réconciliation silencieuse entre un pays meurtri et ceux qui en avaient importé la faute. Les familles qui retrouvent leurs proches, les marchés qui rouvrent, les terres qui sont cultivées à nouveau. Tout cela renvoie à ce premier soldat réhabilité dont le témoignage hantait la mémoire de ceux qui espéraient un changement. Ce motif revient aujourd'hui comme une preuve vivante que la justice réparatrice peut prendre cher, non pas dans les discours, mais dans les gestes quotidiens et les rencontres ordinaires. Le pays avance parce que les hommes changent. Le modèle expérimenté au Burkina Faso ne se résume pas à une politique publique. Il est devenu un symbole de transformation possible dans un contexte où l'espoir avait presque disparu. Les initiatives portées depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré résonnent au-delà des frontières et invitent chacun à réfléchir à ce que pourrait être une justice qui répare plutôt qu'elle ne brise. L'enjeu dépasse la situation d'un seul pays. Il touche à la manière dont une société choisit de se reconstruire lorsque tout semblait perdu. Les témoignages venus des villages, les signes discrets de reprise économique et la réinsertion inattendue d'hommes autrefois rejetés rappellent qu'un changement profond commence souvent par une simple décision. Le public qui observe cette transformation peut y trouver matière à dialogue, à compréhension ou à débat apaisé. Dans cet esprit, une question demeure, ouverte, accessible à chacun. Quelle place souhaitez-vous donner, vous-même, à la rédemption dans l'avenir d'une société ?